Il était une fois un homme prénommé Henrik, 32 ans, ingénieur, le genre de personne qui croit que si l'on est suffisamment honnête, le monde répondra par l'honnêteté. Il vivait dans un appartement au 10e étage d'un immeuble ordinaire, d'une ville bruyante, où le soleil entrait par la fenêtre du salon chaque matin à 7 heures, comme un rendez-vous que la vie tenait encore. Henrik avait rencontré Juliana 3 ans plus tôt, et en 3 ans, il avait appris quelque chose qu'aucun livre n'enseigne, que certaines prisons sont bâties avec des mots tendres. Henrik n'était pas naïf, il était simplement quelqu'un qui choisissait de voir le bien dans les gens avant d'en percevoir le danger. Il avait grandi dans un foyer où ses parents s'aimaient vraiment, avec leurs frictions, leur silence, mais aussi leur présence. Aussi, quand Juliana arriva dans le bureau où il travaillait, portant ce large sourire et cette extraordinaire capacité d'écoute, il sut, avec la certitude, fausse de celui qui n'a jamais été trahi, qu'il venait de trouver quelque chose de rare. Il rêvait de choses simples, une maison avec un jardin, des enfants qui riraient fort, un partenariat où 2 personnes grandiraient ensemble. Et Juliana, dans les premiers mois, semblait refléter chacun de ses rêves avec une précision chirurgicale. Juliana possédait un talent singulier. Elle écoutait ce que les gens avaient besoin d'entendre et le leur renvoyait comme si cela venait d'elle. Ce n'était pas de l'empathie, c'était du miroitement stratégique. L'insécurité d'Henrik était subtile, il avait besoin d'être nécessaire, besoin de sentir que sa présence faisait une différence, et Juliana, dès le début, le savait. Elle nourrissait ce besoin avec de petites dépendances fabriquées. Elle appelait tard le soir avec des crises qui disparaissaient au matin, demandait des avis qu'elle ne suivait jamais, pleurait à des moments calculés. Et Henrik, fidèle à sa nature, était toujours là. Avec le temps, Henrik commença à percevoir de petites incohérences, des histoires qui ne tenaient pas, des amis qui apparaissaient et disparaissaient sans explication, des messages sur le téléphone de Juliana qu'elle lisait et rangeait trop vite. Mais chaque fois qu'il essayait d'en parler, quelque chose d'étrange se produisait. La conversation déviait. « Henrik, Juliana, tu étais avec qui hier soir? Tu m'avais dit que tu allais te coucher tôt, mais j'ai vu que tu étais en ligne jusqu'à minuit. » Juliana. « Vraiment, Henrik? On va encore recommencer avec ça. J'avais une migraine, j'ai ouvert mon téléphone 2 minutes. Tu as cette façon de transformer n'importe quoi en problème. Parfois, je me demande si tu me fais vraiment confiance. » Et Henrik, qui avait entamé la conversation avec un doute légitime, finissait par s'excuser. Cela a un nom, le gaslighting. Le mécanisme est précis, il amène la victime à douter de sa propre perception, à transformer des preuves en paranoïa et la culpabilité en honte. Peu à peu, Henrik réduisit l'espace qu'il occupait. Il cessa de voir ses amis pour ne pas provoquer sa jalousie. Il refusa des promotions au travail parce que Juliana lui disait qu'il changerait s'il avait plus de succès. Il se recroquevilla. Et Juliana appelait cela de l'amour. Un jour, le meilleur ami d'Henrik, Carlos, un homme direct, du genre à dire ce qu'il pense, s'assit à ses côtés et lui dit à voix basse « Carlos, tu as disparu, mon frère. Tu étais quelqu'un qui remplissait une pièce. Maintenant, tu entres quelque part et on dirait que tu demandes la permission d'exister. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Henrik ne répondit pas. Mais ce soir-là, allongé à côté de Juliana qui dormait tranquillement, il fixa le plafond pendant des heures. Il y avait en lui quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer. Une petite voix, persistante, qui disait « Ce n'est pas de l'amour. C'est une cage bien décorée. » La révélation n'arriva pas comme un coup de tonnerre. Elle arriva comme un document oublié sur la table du salon, un message imprimé par inadvertance. Juliana préparant une présentation sur son ordinateur portable, pressée, partit à la hâte pour une réunion d'urgence. Henrik ne fouinait pas. Il vit simplement. C'était une conversation avec un autre homme, pas seulement affective, planifiée, avec des dates, des décisions, et le nom d'Henrik mentionné comme un obstacle logistique à régler. Il ne se doutera de rien. Tu le connais s'il est malléable. Henrik lut cette phrase 3 fois. Malléable. Il ne pleura pas. Il ne brisa rien. Il resta là, debout dans le salon, avec le soleil de 7 heures entrant par la fenêtre comme toujours, et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé. La nausée de comprendre que l'amour qu'il avait protégé avec tant de dévotion
n'avait jamais existé de l'autre côté. La douleur la plus profonde n'est pas la trahison en elle-même. C'est l'inventaire de toutes les fois où l'on a ignoré ce que l'on savait, parce que vouloir croire était plus facile que de supporter la vérité. Quand Juliana rentra cet après-midi-là, elle trouva les valises d'Henrik devant la porte et un seul mot posé sur la table. Henrik. Mot. Je ne suis pas en colère. Je suis en deuil de l'homme que j'étais avant de te connaître. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as fait, non pas pour moi, mais pour toi. Juliana regarda ce papier longtemps, puis elle prit son téléphone et appela l'autre homme. Il n'y avait pas de culpabilité dans ses yeux, seulement le reflet de quelqu'un qui avait appris à fuir d'elle-même si bien qu'elle ne sentait plus le poids de ce qu'elle laissait derrière elle. Mais la vie a une longue mémoire. 6 mois plus tard, la même dynamique se répéta. Cette fois, c'est elle qui fut abandonnée. L'homme pour lequel elle avait quitté Henrik la quitta de la même façon qu'elle avait traité les autres. Le schéma qu'elle avait semé lui revint avec la précision du karma. Et Henrik? Henrik était assis dans un café avec Carlos, riant de quelque chose de sincère pour la première fois depuis longtemps. Il avait repris la promotion qu'il avait refusée. Il avait recommencé à occuper sa place dans le monde, sans demander la permission. Celui qui manipule n'assume jamais sa faute, car assumer exigerait de faire face à ce qu'il est vraiment. Mais la conséquence ne demande pas la permission. Elle arrive au bon moment et prévient rarement. Il existe des amours qui n'en sont pas. Ce sont des miroirs déformants qui nous montrent ce que nous voulons voir, tout en effaçant silencieusement ce que nous sommes. La manipulation émotionnelle ne vient pas avec un avertissement. Elle arrive déguisée en soin, en jalousie, en fragilité. Et le plus grand piège n'est pas de croire en l'autre, c'est de cesser de croire en soi-même. Celui qui fuit sa propre responsabilité émotionnelle ne lui échappe pas. Il ne fait que retarder la rencontre. Le Biggs, caractère n'est pas ce que l'on montre quand on est aimé. C'est ce que l'on révèle quand on peut blesser et que l'on choisit de ne pas le faire. Avez-vous déjà ignoré quelque chose que vous saviez être vrai parce que vouloir croire était plus facile que d'affronter la douleur? Si cette histoire a touché quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vivez encore, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, une fable est le miroir qui manquait. Aimez, partagez et suivez d'autres histoires de leçons morales et de drames psychologiques qui révèlent ce que personne ne dit à voix haute.